Bonjour à tous, ici Jean-Guy Gagné, l'assistant des Massos. Donc, c'est avec grand plaisir que dans quelques instants, nous allons vous présenter la rencontre que j'ai eue avec Samuel Grenier de la firme Samuel Grenier Cabinet Comptable, qui va vous expliquer, qui va vous aider à mieux comprendre les impacts de la PCU sur les revenus 2020. Mais avant, permettez-moi de prendre quelques instants pour me présenter. Depuis les 5 dernières années, je travaille principalement avec les massothérapeutes du Québec. Je rapporte une expérience acquise tout au long de mes 35 dernières années dans le milieu des services financiers, dans le milieu des développements des affaires, de la technologie et du réseautage. Durant toutes ces nombreuses années, je me suis entouré d'une équipe de collaborateurs qui m'ont aidé presque de façon régulière pour aider certains clients à atteindre leurs objectifs. Depuis 5 ans, comme j'ai dit tantôt, j'apporte cette expertise-là aux massothérapeutes. Parmi les gens, mes collaborateurs, pour en nommer quelques-uns, j'ai Samuel Grenier, bien entendu, le comptable. J'ai Vincent Fournier, autrement dit, un optimisateur de performance, un coach qui va vous aider à avoir plus clair dans vos choix, dans votre décision pour vous aider à aller plus loin encore. J'ai Gabriel Bourbeau de la firme Stratton Bloom, que lui, c'est un accompagnateur sur le web, des réseaux sociaux. Donc, son rôle, c'est de vraiment vous aider à vous positionner sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres. Par la suite, j'ai aussi notre Nancy Giroux. Nancy Giroux, une massothérapeute d'expérience qui, elle, va vous parler d'expérience client, de service à la clientèle. Bref, un sujet qui, c'est grâce à ça qui fait que les clients reviennent. Je vais avoir aussi Carl Duclos, conseiller financier, qui lui va parler, bien entendu, d'assurance invalidité, de la solution au cas où, d'épargne, bref, qui va vous aider à ne pas avoir de surprise quand il arrive un imprévu ou qui vous arrive, autrement dit, même vous aider à mettre des sous de côté pour payer les impôts, les impacts de la PCU. J'ai aussi notre ami, mon ami, voyons, excusez-moi, Christian Duclos, Espace Assurance. Christian, c'est une personne que je connais depuis plusieurs années, une personne de cœur, avec qui on a négocié auprès d'un assureur un rabais vraiment fort intéressant en assurance automobile et en assurance résidentielle pour tous les massothérapeutes du Québec. Bref, une équipe vraiment très fière avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Et aussi, pour terminer, il y a plusieurs autres personnes qui se joignent régulièrement à nous pour justement apporter leur expertise dans différents sujets selon la demande que les massothérapeutes veulent avoir. Mais sans plus tarder, on va arrêter ça là. On va continuer la présentation avec Samuel. Puis avant d'aller plus loin, simplement vous rappeler que la présentation est faite avec le mot massothérapeute, bien entendu, parce que c'est une demande que j'avais faite à Samuel. Et cette présentation aurait pu être adressée vraiment à n'importe quel travailleur autonome, que ce soit une coiffeuse, une esthéticienne, peu importe. Aussitôt que tu es travailleur autonome, cette présentation-là s'adresse pour vous. Donc, sans plus tarder, on va chercher un café, un verre d'eau, bref, on s'assoit, on regarde, on a à peu près 1 heure avec Samuel. Bon visionnement, à bientôt. Bye bye. Ici Jean-Guy Gagné, l'assistant des Massos, pour cette présentation spéciale avec notre bon ami Samuel Grenier de la firme du même nom, Samuel Grenier Comptable. Ce soir, on va parler d'un sujet qui tient beaucoup le monde à cœur, les conséquences fiscales de la PCU. Donc, pour pouvoir animer cette présentation-là, puis bien nous expliquer notre ami Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Guy. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Je passe une excellente journée. J'avais hâte à notre rendez-vous. Je trouve ça. Ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Et puis, c'est ce soir qu'on le réalise. Je suis très content parce que je pense que ça va répondre à beaucoup de questions qu'on a. Toi-même, tu en as. Moi aussi, j'en ai de mon côté à ce niveau-là. Et puis, je pense on va briser des mythes. On va briser des mythes, effectivement, parce que je le vois depuis quelques temps, on voit beaucoup, là, on voit que l'automne arrive, ça s'en vient tranquillement. Les gens se posent des questions avec l'impôt, le travail va bien. Donc, beaucoup de questions qui sont posées sur les différents groupes de massos. Donc, ça va être ce soir qu'on va essayer de démystifier.
Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir, qui vont assister, ne vous inquiétez pas, la rencontre elle va être enregistrée, elle va être en rediffusion, puis on va la faire partager aussi dans d'autres groupes. Après demain, on va la faire partager, comme on dit tout le temps, en exclusivité pour les gens du groupe Ensemble. Donc, Samuel, sans plus tarder, donc ce soir, c'est quoi qui est l'ordre du jour? Bon. Ou l'ordre de la soirée? Écoutez, premièrement, sachez que vous étiez plusieurs à nous demander combien je devrais mettre de côté de ma PCU pour prévenir les impôts qui s'en viennent. Écoutez, je pense que là, il y avait une urgence. L'important, c'était de pouvoir faire son épicerie, pouvoir payer ses comptes, puis pouvoir au moins se sortir la tête de l'eau en attendant que quelqu'un vienne nous chercher pour qu'on sorte justement. Donc, c'est sûr que ma priorité, ce n'était pas de calculer combien vous deviez mettre de côté aux centaines de dollars près. Par contre, la question était très pertinente. Puis, je devais vous répondre à chaque fois, mais ça va dépendre. Ça va dépendre de combien tu as gagné. Autrement, ça va dépendre également de ta situation. Une mère monoparentale, puis quelqu'un qui a un conjoint, ce n'est pas la même situation fiscale. Puis à ça, on ajoute une autre variable, mais c'est le nombre de PCU que tu vas aller chercher. Il y en a qui se sont contentés d'aller une fois, il y en a qui sont allés 2 fois, 5 fois, vous avez le droit à 6 fois. C'est pour ça qu'avec avec toi, Jean-Guy, j'ai bien aimé parce que dans le fond, ce qu'on a fait, bien, tu pourrais peut-être expliquer l'idée que tu as eue, que tu m'as transmise, puis que j'ai été capable de travailler avec ça. Et puis, ça va pouvoir mettre le monde dans le contexte pour que tout le monde s'y retrouve. Parfait, merci. Oui, effectivement, dans le sens que ce que j'avais demandé à Samuel, c'était fort simple, c'est que comme on travaille avec la plupart des massos, mais comme on dit des massothérapeutes, mais en vérité, c'est des travailleurs autonomes. Puis comme que Samuel dit si bien, un revenu, c'est un revenu, puis un impôt à payer, c'est un impôt à payer. Bref, ça revient à peu près à tout ça. Moi, dans le sens, pour faire une histoire, j'ai fait un genre de profil de 2 types de travailleurs autonomes pour les massothérapeutes. Ceux qui font en bas de 30 000, autrement dit, qui ne déclarent pas les taxes, et ceux en haut de 30 000 qui déclarent les taxes. Autrement dit, pour essayer de regarder les 2 créneaux en tant que tels. Puis par la suite, la question que j'ai posée à Samuel, effectivement, comme Samuel a dit tantôt, ça dépend des situations familiales. Donc, je disais à Samuel, on peut-tu faire une mise en situation, exemple, une personne, un massothérapeute qui gagnerait 30 000, qui serait célibataire, qui serait monoparental, ou qui serait même avec un conjoint qui gagne un revenu de 50 000. Donc, juste pour essayer de comprendre, pour essayer d'identifier un peu dans quelle classe que vous êtes, pour avoir autrement dit un ordre d'aperçu, un ordre de grandeur. Donc, c'est un petit peu le défi que j'ai lancé à Samuel. Puis, comme d'habitude, bien, Samuel a relevé le défi avec brio. Puis, Jean-Guy aussi, ce qui est important dans l'analyse de mentionner, c'est que quand on parle de revenus de travailleurs autonomes, évidemment que ça a des conséquences sur votre impôt, plus on augmente votre revenu. Mais ça a des conséquences également sur vos contributions à la Régie des rentes, au régime au régime québécois d'assurance parentale. Ce sont des factures qui viennent avec l'impôt au même temps que vous faites votre impôt. C'est dans la déclaration. Et ça a des conséquences sur vos prestations fiscales pour enfants, sur les crédits pour la TPS, les crédits d'impôt pour solidarité, soutien aux enfants. Ça a des conséquences partout. Alors, ce qu'on a fait ici au bureau, c'est qu'on a isolé, on a fait un package avec ça, là. On a calculé l'impact sur tout. On va vous le livrer ce soir. Mais l'important, là, pour les gens qui nous écoutent, vous n'avez rien à prendre en note. Tout est bien expliqué dans la vidéo, dans nos diapositives. Vous allez pouvoir les réécouter. Et je vous demande d'être courtois, dans le fond. Il va y avoir des exemples qui ne s'appliqueront pas à vous parce que ce n'est pas votre situation. Mais restez à l'écoute quand même parce que votre situation, on va la frôler. C'est certain que dans les 6 cas que j'ai, de façon très rapide, vous allez voir, ça se fait bien, c'est certain qu'il y a un profil qui va plus vous ressembler qu'un autre. Et la conclusion de ça, c'est que Jean-Guy ne s'en rappelle pas, là, mais il m'a dit, et je m'en souviens très bien, c'est lui qui m'a donné l'idée, il dit, ça serait le fun qu'on leur donne une démarche, comme un genre de truc, pour prévoir cet impôt-là, juste
avant qu'ils fassent leur déclaration fiscale l'année prochaine au mois d'avril. J'ai dit, ça, c'est excellent. C'est ça, c'est ça, prendre soin de quelqu'un, vous savez. C'est de donner des trucs aussi pour que ça soit, que l'atterrissage soit plus doux, pour que vous puissiez mieux prévoir. Comme ça, bien, vous allez être moins nerveux avec l'histoire de la PCU qu'on doit beaucoup d'argent. Vous allez être moins nerveux aussi avec vos impôts et je suis convaincu que vous allez devenir des clients de votre comptable parmi les préférés de votre comptable parce que vous ne serez pas surpris quand il va vous annoncer le chiffre et vous allez être préparé parce que vous allez déjà avoir commencé, vous allez déjà avoir débuté une méthode pour rembourser cette charge fiscale-là qui s'en vient, si c'est le cas. Et puis, vous allez être fiers de vous autres. Je pense qu'au terme de la conférence atelier, de l'atelier conférence de ce soir, vous allez avoir cet outil-là dans vos poches. Super. Puis peut-être un point aussi, Samuel, comme là, j'essaie de suivre des questions. J'ai de la misère un petit peu à suivre des questions-réponses ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder après la présentation, on va faire le survol des questions. S'il y a trop de questions qui viennent, bien, qu'est-ce que je vais faire? On va les prendre note. Puis qu'est-ce que je te lance comme idée? Si c'est des questions qu'on n'a pas traitées, bien, on fera peut-être juste un petit vidéo de quelques minutes questions-réponses pour autrement dit dans cette optique-là. Comment tu penses ça? Comment tu vois ça? Ben, on pourrait même refaire une autre soirée où on n'a pas de contenu, on fait juste répondre aux questions des gens. Les gens, ils se loguent, ils viennent poser leurs questions, on leur répond, puis ils s'en vont. Puis on peut faire une affaire comme ça. Moi, ça me ferait plaisir de leur rendre service. L'idée, là, moi, je ne fais pas ça pour moi, là, je fais ça pour vous autres. Si ce n'est pas utile, ça ne donne rien. Si ce n'est pas utile pour les gens qui le reçoivent. Moi, je les connais, les réponses. Je n'ai pas besoin d'être ici ce soir pour me convaincre. Sauf que si c'est bon pour vous, puis que vous dites, bien, ça serait encore mieux pour moi si je pouvais apporter une certaine particularité, bien, ça va nous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, restez, regardez les profils, puis regardez ma démarche. Vous allez voir, il y a des chiffres. Il y en a, c'est normal, on parle d'impôts. Mais les chiffres, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, comme si vous étiez assis à côté de moi, puis que je voulais vous expliquer votre rapport d'impôt. Super. Bien, Samuel, des chiffres, c'est tout à fait normal. Tu es un comptable, tu es un homme de chiffres. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Ça fait, juste avant de commencer la présentation, si ma mémoire est bonne, j'ai cru. Est-ce que j'ai vu que tu avais au-dessus de 1 million, quasiment 1,4 million de vues sur les différentes vidéos que tu as fait depuis 3 mois? Ah, là, j'approche de 2 millions, là, avec toutes les. Si j'inclus également les vidéos personnelles sur ma page personnelle et ma page professionnelle, mais oui, on approche de 2 millions. Je sais que c'est beaucoup les mêmes, des fois, qui écoutent toutes les vidéos, là, donc, ce n'est pas 2 millions de personnes là, qui différentes. Mais oui, le nombre de vues est impressionnant quand on les additionne. Ah, super. C'est ça, ben, dans le sens, c'est ça, c'est que tu es là depuis le tout début depuis le mois de mars que tu es là d'une façon régulière. Tu es chroniqueur à la radio, en plus de ça, sur 1 ou 2 émissions. Donc, c'était vraiment un honneur que tu sois avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, on met la présentation en marche, puis je te laisse aller. Donc, on s'en va avec le partage d'écran. Évidemment, la mention légale, c'est important de vous le mentionner. Moi, je travaille avec des cas hypothétiques. C'est votre responsabilité de vous informer, de discuter avec votre comptable. Moi, ce que je prends là, c'est avec des tables d'impôt de 2019, des programmes qui existent en ce moment. Ça pourrait être bousculé l'année prochaine pour avoir des modifications. Vous ne m'appelez pas pour me dire que ça a changé. Je vais le savoir. Et puis, je ne veux juste pas que vous soyez déçus, que baissez vos attentes. Dans le fond, c'est un atelier qu'on fait. C'est comme un petit cours où on apprend à travailler la donnée, c'est-à-dire les revenus, puis à parler, à discuter de l'impact de la PCU. Donc, je ne me tiens pas responsable de ce que je vais discuter ce soir, mais écoutez, j'ai fait mes devoirs, puis je l'ai fait au mieux de ma connaissance, là, c'est certain. Donc, l'atelier ce soir est strictement réservé pour les travailleurs autonomes, les gens qui ont un revenu pour lequel ils payent des impôts à la fin de l'année. Je ne traite pas des acomptes provisionnels parce que ça n'a aucun rapport là-dedans. Je ne traite pas de la remise ou pas des taxes parce que ça n'a aucun rapport avec votre rapport d'impôt. D'accord? Ça n'a pas de conséquences. Ceci dit, c'est certain que je mets la prestation fiscale pour enfants, puis soutien aux enfants pour tout le monde. Mais si vous n'en avez pas d'enfants, puis je fais un cas qu'il n'y a pas d'enfants, ça va quand même faire partie de l'analyse, mais ça va être à zéro. Vous comprenez pourquoi.
Donc, on irait avec le premier bloc de 3 profils que j'ai analysé en même temps. C'est quoi le premier bloc? Bien, c'est la massothérapeute qui travaille chez elle. OK? Elle occupe 20 de son espace pour sa clinique. Elle a un chiffre d'affaires de 19 800 $. Elle a reçu 5 fois la PCU, donc 10 000 $ de PCU au courant de l'année. Puis elle a donc des frais de bureau à domicile. On a évalué ce cas-là pour 3 types, selon le dossier fiscal. Une célibataire sans enfant, une monoparentale avec 2 enfants de 10 ou 12 ans, et une autre conjoint avec revenu de 45 000 qui n'a pas d'enfant. D'accord? C'est sûr, je vais y aller un par un. Et le premier profil, la première personne qui est due à ça, c'est la massothérapeute qui travaille. Ah oui, puis après ça, j'ai fait un autre bloc avec 3 autres profils. La massothérapeute qui travaille en location, donc elle loue un local pour travailler, elle se déclare aux taxes. Donc, elle a un chiffre d'affaires clinique de 40 600 $. Elle a demandé 5 fois sa PCU pour 10 000 $. Puis elle a des dépenses mensuelles de 1 405 $. Vous comprenez qu'elle n'a pas de frais de bureau à domicile, puis qu'elle a des dépenses mensuelles de 1 405 parce qu'on a inclus là-dedans un loyer. Là. Okay? Donc, j'ai refait la même chose avec les 3 personnes que j'avais tantôt. Célibataire sans enfant, la monoparentale avec 2 enfants de 10 et 12 ans et le conjoint avec revenu de 45 000. Donc, ce soir, c'est normal. Je vais vous présenter 6 résultats, mais ça se présente très bien parce que, dans le fond, je présente les conclusions pour chaque cas. On va y aller on va débuter avec les 3 premiers profils. La massothérapeute qui travaille chez elle et qui utilise une portion de son espace pour sa clinique. Donc, on va aller à la prochaine diapo qui donne un peu sa situation financière. D'accord? Donc, c'est la situation que j'utilise pour les 3 premiers blocs, là, pour ces 3 premières personnes-là. Le chiffre d'affaires est de 19 800 $. Et elle a n'oubliez pas, là, 19 800 $, ça correspond à quelques mois, parce que vous avez été quelques mois sur la PCU, vous avez été 5 mois sur la PCU, donc à peu près à 7 mois de travail temps plein, là, ou en tout cas de revenus de massothérapie. Donc, 19 800 $. Dans les dépenses d'exploitation, j'en ai mis diverses, là, les achats de fournitures par mois, les assurances professionnelles, les associations, les formations et le téléphone, en prenant pour acquis que vous déduisez 50 % de votre cellulaire à titre professionnel et à titre personnel. Donc, c'est sûr que si vous avez un seul téléphone et que vous essayez de le passer à 100 % dans vos dépenses d'entreprise, si vous êtes vérifié, ils vont le noter, ils vont corriger. Donc, j'ai pour 2 730 $ de dépenses d'exploitation pour l'année. Les dépenses de bureau à domicile maintenant, j'ai le loyer, le câble Internet, les assurances collectives. Ça donne 12 660. Et comme vous utilisez 20 % de l'espace à des fins d'affaires, c'est cette portion-là que j'utilise. Donc, vous avez une utilisation de 20 % 20 % du montant, ça donne 2 532. Ce qui fait en sorte que vous avez un revenu net de 14 538. Ça, là, c'est du réel. C'est un cas là, qu'on a pris, là, qui existe. 14 538 $. Alors, moi, l'important de ce que je veux voir avec ça, on va aller à l'autre diapo, Jean-Guy. Ce que je veux voir avec ça, c'est de dire, bien, si j'ai 100 PCU ou avec PCU, d'accord? Donc, célibataire sans enfant, qui a un bureau à domicile, qui fait 19 800 $ de revenus, qui a des dépenses, il lui reste 14 538 $ de revenus nets. Que ce soit avec ou sans PCU, là. On ajoute à ça, si elle a reçu la PCU, 10 000 $. C'est pour ça que vous voyez 2 colonnes. Donc, dans le premier cas, on a quelqu'un qui n'a pas demandé de PCU, elle a 14 538. Et dans le deuxième cas, elle a demandé la PCU. Donc, elle va avoir un revenu imposable de 24 538 $. Parce que vous vous en rappelez, la PCU, ils n'ont pas retiré d'impôt dessus. Mais c'est imposable. Donc, j'ai calculé la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir l'impact qu'a eu la PCU dans votre cas. Alors, au niveau des charges fiscales, l'impôt, la Régie des rentes et le RQAP,
Si quelqu'un n'a pas demandé la PCU, il reçoit de l'impôt. Il reçoit 1 140 $. C'est pour ça que le montant est entre parenthèses. S'il a demandé la PCU qui a reçu 10 000, évidemment, le revenu est monté. À ce moment-là, les charges fiscales pour l'impôt, la Régie des rentes et le RQAP s'établissent à 4 627 $. Vous voyez mon raisonnement, ma démarche? C'est exactement ça que j'ai fait pour l'ensemble des cas. La prestation fiscale pour enfants, il n'y en a pas évidemment. On a mentionné qu'elle était célibataire sans enfant. Crédit de TPS, vous recevez 380 dans un cas, 451 dans l'autre cas. Crédit pour la solidarité, dans les deux cas, vous recevez 1 020 $ pour l'année, ça ne change pas. Et soutien aux enfants, il n'y en a pas évidemment, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Donc, quelqu'un qui a son 14 538 $ de revenus imposables a ce qu'on appelle un impôt négatif. Ça veut dire quoi, ça? Ça existe au Canada. Ce principe-là, je vais vous le dire, c'est quand l'État vous paye pour être un citoyen fiscalement parlant. Là, on le voit dans la première colonne, quelqu'un qui gagne 14 538 $, qui est célibataire sans enfant, a un impôt négatif. Ça veut dire que l'État va vous payer pour avoir généré 14 538 $ de revenus nets imposables, de 2 540 $. C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Mais vous voyez que la situation vient de changer totalement si vous avez perçu la PCU. La même personne avec les mêmes revenus, les mêmes clients, le même bureau à domicile a demandé la PCU, a obtenu 10 000 $. Regardez ce que ça donne. Voyez-vous le 3 156? Voyez-vous que le 2 540, l'argent que le gouvernement lui donne, l'impôt négatif qu'on appelle, est passé à ce que ce soit vous qui lui donniez 3 156 $ au gouvernement. Évidemment que c'est la sommation de tout. Les charges fiscales, le crédit pour la TPS, crédit pour la solidarité, tout ça, un dans l'autre. Moi, j'additionne tout là, parce que la mesure, elle a de l'impact partout. Alors, vous êtes passé de 2 540 $ que vous receviez à 3 156 $ que vous payez. Et la seule chose qui a changé dans votre dossier, la seule variable qui a changé, c'est le fameux 10 000 $ de PCU que vous avez reçu. C'est pour ça que c'est mentionné différence égale 5 696 $ pour 10 000 $ reçus de PCU. C'est quoi le 5 696? C'est le 2 540 plus le 3 156. Avant, vous receviez, là, vous payez. La différence entre les deux, 5 696 $. Donc, c'est comme dire, parce que vous avez reçu 10 000 $, ça vous en coûte 5 696 $ que vous renoncez et auquel vous allez remettre au gouvernement. Le gouvernement récupère 57 % du montant qu'il vous a donné. Évidemment que le 10 000 $, c'est juste le gouvernement fédéral qui vous l'a donné. Et qui en reprend une partie? Le gouvernement du Québec. Alors, Revenu Québec va faire de l'argent avec la PCU parce qu'il va la taxer. Alors, c'est très, très, très bien monté ce programme-là, ce système-là, pour que Québec se frotte les mains parce que c'est très payant pour lui. C'est le Canada qui contribue à payer le 2 000 $ et Québec va aller chercher un impôt là-dessus. Moi, si j'avais été le gouvernement fédéral, j'aurais dit non imposable dans votre province, juste au fédéral. Moi, je l'aurais dit, mais moi, je ne suis pas le ministre des Finances. J'aurais dit, c'est pas vrai que vous allez aller chercher de l'impôt là-dessus quand c'est juste moi qui paye. Mais ça, là, bon, on ferme la parenthèse. Ça, là, oui, vas-y, Jean-Guy. Non, c'était une autre histoire, ça. Oui. C'est pour vous dire, ça, c'est l'impact de la PCU sur votre portefeuille. Le gouvernement vous donne 10 000 $ et vous renoncez au chèque de 2 540 $ que vous auriez reçu pendant la prochaine année et en plus, vous lui remettez 3 156 $. C'est ça, mon 5 696 $. Donc, vous remettez 57 % de votre PCU que vous avez reçu. C'est ça l'impact. Wow. Évidemment, ça, c'est pour un cas. Vous allez voir, ça évolue, ça va dans tous les sens.
mais à 57 du montant, vous savez que l'impôt maximal qu'un médecin paye, c'est 53 là. Donc, vous êtes dans le top pour rembourser. Pour cette situation-là, je parle. C'est sûr qu'on va voir d'autres situations. Donc, c'est réellement de comprendre ma méthodologie pour ce groupe-là. Les autres, on va suivre, ça va être super bien. Il y a un chiffre que je veux que vous revoyiez, 2 chiffres. On va les revoir plus tard. Les charges fiscales de 4 627 avec la PCU, ce chiffre-là, je vais m'en servir tantôt. Parce que votre comptable, c'est ce montant-là qui va vous communiquer et il va vous dire, Jean-Guy, as-tu 4 627 $, il faudrait que tu amènes 2 chèques ou il faudrait que tu fasses des versements à Revenu Canada puis Revenu Québec. Ton impôt est de 4 627. Il ne dira pas, lui, que le crédit de TPS, crédit pour solidarité, ça, c'est plus tard, là, ça s'encaisse des fois tous les mois, tous les 3 mois. Donc, vous allez dire, je paye 4 627, c'est énorme. Ben oui. Mais le comptable, il avait dit que c'était 5 696. Mais non, c'est 2 affaires. Le 5 696, c'est la différence entre les 2 statuts. C'est juste pour fin d'analyse ce soir. Le 4 627, c'est là-dessus que vous allez faire vos chèques. On va passer à l'autre massothérapeute. L'autre massothérapeute, elle a toujours le bureau à domicile, mais elle est monoparentale, puis elle a 2 enfants de 10 et 12 ans. Vous le savez, si quelqu'un est monoparental avec 2 enfants de 10 et 12 ans, elle a le droit à des déductions supplémentaires. C'est bien normal. Donc, pour elle, évidemment que l'impact va être un petit peu moins élevé parce qu'elle a quand même les mêmes revenus que l'autre qui est célibataire. Donc, on a encore 14 538 de revenus imposables sans PCU, puis 24 538 revenus imposables parce qu'elle a demandé la PCU. Qu'est-ce qui arrive avec les charges fiscales? Impôt négatif dans le premier cas, ça veut dire qu'elle reçoit de l'impôt du gouvernement. Prestation fiscale pour enfants en négatif, 11 416 qu'elle reçoit du gouvernement. Crédit TPS, 902 Crédit d'impôt pour la solidarité, 1 261 qu'elle reçoit. Puis soutien aux enfants, 5 912 Cette personne-là, qui fait 14 538 de revenus imposables que 2 enfants, reçoit en plus 21 342 du gouvernement pour être une bonne citoyenne, pour avoir fait son rapport d'impôt. D'accord? Donc, on est dans l'impôt négatif, encore une fois. Cette personne-là, vous voyez, là, tout ce qu'elle est capable d'aller chercher. Alors, c'est important de faire cette déclaration fiscale. Vous voyez, il y en a qui négligent ça, il ne faut pas. Donc, elle a gagné 14 538 après dépenses, puis le gouvernement va lui remettre au courant de l'année en impôts, en prestations fiscales pour enfants, en TPS, en soutien aux enfants, en crédit solidarité, va lui remettre 21 000 supplémentaires. Maintenant, on prend la même personne et on lui ajoute 10 000 de PCU. Alors, son revenu vient de monter de 10 000 à 24 538. Là, on est dans les charges fiscales réelles. Ce n'est pas un impôt négatif. Elle doit de l'impôt. Son comptable va lui demander d'amener des chèques. Elle en a pour 1 216 $ à payer. Prestation fiscale pour enfants ne bouge pas, c'est le même montant qu'avant. Elle continue de recevoir 11 416. Crédit TPS, elle continue de recevoir 902 $ de crédit TPS. Elle continue de recevoir son crédit d'impôt pour solidarité de 1 261. Puis elle continue de recevoir son soutien aux enfants de 5 912 $. Ça ne bouge pas. Elle est passée d'un impôt négatif où elle recevait du gouvernement 21 342 à 18 275. Donc, elle reçoit moins. Elle reçoit moins de combien? C'est la différence que j'ai indiquée au bas de la page. 3 067 $ qu'elle reçoit de moins parce qu'elle a osé demander 10 000 de PCU. C'est donc dire qu'elle remet 31 du 10 000 qu'elle a reçu. Le gouvernement, là, il va reprendre 31 sous pour chaque dollar qu'il lui a donné via la PCU. Bien, les deux gouvernements, là. Moi, je parle des autorités fiscales.
Donc, important de savoir, là, on va revenir avec ce chiffre-là tantôt. Le montant d'impôt que la personne va payer, c'est vraiment le 1216. Oh, excuse. Oui, parfait. C'est vraiment le 1216 $. C'est vraiment lui. Merci. Mais avant, elle recevait 1851. Là, elle paye 1216. Bien, c'est ça la différence de 3067 parce que tout le reste n'a pas changé. Fait qu'elle, son 10 000 $ de PCU, elle en rembourse une partie. Est-ce que ça vaut la peine de l'avoir demandé? Bien sûr que ça vaut la peine. Tant qu'on ne remet pas 100% de ce qu'on a reçu, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, Jean-Guy, est-ce que pour les 2 premiers exemples que j'ai faits, est-ce que toi, c'est clair pour toi? C'est très clair. Je ne te dirais pas qu'on va être capable de l'expliquer aux gens là, si tu n'es pas là, mais pour l'instant, c'est très clair. Il n'y a pas de problème. On reprendra l'exercice s'il faut. Nous autres, ça nous a pris bien du temps à les faire, puis on veut que les gens le comprennent, saisissent, dans le fond, tout comment ça fonctionne. Moi, tant mieux si les gens peuvent savoir que ça a de l'impact sur les prestations fiscales, sur le TPS, sur la solidarité, sur le crédit d'impôt, au soutien aux enfants, etc. Les gens, au moins, ils ne répéteront pas n'importe quoi. Parce que là, il y a n'importe quoi qui se dit là, des fois par rapport à ça. On va compléter le premier bloc. Oui, vas-y, Jean-Guy, excuse-moi. Non, c'est super, c'est parfait. Parce que j'ai trouvé les highlighters pour te suivre, ça va être encore plus facile. Là. Oui, puis le prochain, ça va intéresser beaucoup de monde. Entre autres, je pense à des gens là, pendant que je le dis. Là. Oh, parfait. C'est quelqu'un qui a un conjoint qui gagne 45 000 $. Pas d'enfant, mais elle a un conjoint. Donc, chacun fait sa déclaration fiscale, évidemment. Toujours au bureau à domicile. On a toujours les mêmes revenus. 19 800, moins les dépenses, moins le bureau à domicile. Un cas, on a 14 538. Dans l'autre cas, on a 24 538. Pourquoi? Bien, c'est toujours l'effet de la PCU. Qu'est-ce qui arrive avec vos charges fiscales? Là, on est dans une situation qui est différente. À 14 538, si vous avez un conjoint qui a 45 000 $ de revenus, vous avez des charges fiscales. Vous devez payer impôts, régie des rentes, RQAP pour 2 261 $. Je sais que ce n'est pas normal. Il y en a qui vont dire, comment ça, 2 261 $ sur 14 000, on n'est pas censé payer de l'impôt. Attention. C'est parce que vous savez que vous êtes travailleur autonome, vous payez de la régie des rentes, RQAP, ça, vous en payez. Ça, vous en payez aussitôt que vous gagnez, là, que vous dépassez le 3 500 $ pour la régie des rentes. Là. Donc, ça, vous n'avez pas le choix. Là. Vous devez contribuer pour ça. Et c'est une bonne chose de contribuer pour ça. Parce que c'est bon pour votre retraite. Donc, le comptable va quand même vous demander d'amener 2 chèques pour totaliser 2 261 $. S'il a ajouté 10 000 $ de PCU, bien, il va vous demander des chèques pour 4 936 $ d'impôt à la place. Vous passez de 2 261 $ à 4 936 $ juste parce que vous avez ajouté 5 PCU de 2 000 $ chacun. Prestation fiscale pour enfants, il n'y en a pas. Crédit TPS, vous n'y avez pas le droit parce que votre conjoint a 45 000 $ de revenus. Crédit pour la solidarité, dans un cas, vous recevez 24 $, puis dans l'autre cas, vous recevez 0. Puis soutien aux enfants, vous n'en recevez pas, vous n'avez pas d'enfants. Donc, la charge fiscale au complet, là, avec les aides des gouvernements, à 14 538, vous avez une charge totale de 2 537. Et si vous ajoutez à ça la PCU, bien, vous avez 4 936 $. C'est quoi le différentiel entre les deux? Vous commencez à comprendre un peu comment je fais ça, là? Assez simple. Le différentiel entre les deux est de 2 699 $ pour avoir reçu 10 000 $. Ça, c'est bon, là. Ça veut dire que l'impact, le gouvernement vous a donné 10 000 $, 1 $, et vous remettez 27 sous dessus. Faites la multiplication. Si vous avez reçu 4 000, bien, calculez 4 000 fois 27 % si vous êtes un peu dans ce profil-là. Si vous avez reçu 12 000 parce que vous l'avez demandé à 6 reprises, bien, faites 12 000 fois 27 %, ça donne un peu l'impact que ça va avoir. Vous ne vous tromperez pas beaucoup, là. Donc, 2 chiffres encore qu'on veut retenir. Vous remettez 27 % de votre PCU, mais le vrai montant que votre comptable va vous demander d'amener,
pour payer vos impôts, c'est bien le 4 936. Donc, on va faire un résumé avec la prochaine étape. Ça, c'était mes 3 cas de massothérapeute, bureau à domicile. On répète encore, 14 538 ou 24 538, selon le cas où vous avez de la PCU ou pas. La personne célibataire sans enfant va remettre 57 de sa PCU, puis finalement, elle va payer 4 627 d'impôts en ayant demandé 10 000 de PCU. La monoparentale avec 2 enfants va remettre 31 de sa PCU, donc le cadeau qu'elle a reçu est 31 moins élevé qu'elle le croyait. Et elle va avoir des impôts à payer pour 1 216 $. Personne qui a un conjoint avec un revenu de 45 000, donc qui est indépendant, mais qui font leur déclaration ensemble, pas le choix, bien, elle va être obligée, dans le fond, de remettre, avec les aides du gouvernement et tout ça, 27 de la PCU qu'elle a reçue. Mais elle va devoir payer des impôts, elle va devoir faire 2 chèques aux autorités fiscales pour 4 936 $ au mois d'avril l'année prochaine. Ça, c'est pour quelqu'un qui gagne, dans le premier cas, environ 15 000 avec son service de massothérapie et qui a été chercher 5 fois une PCU de 10 000 $. Vous voyez, pour 3 cas, célibataire, monoparental et conjoint. Vas-y. Excuse-moi. Ce qui veut dire, d'une certaine façon, si je comprends bien ton raisonnement, Samuel, c'est que, exemple, on dit c'est 10 000. Donc, grosso modo, pour la monoparentale avec 2 enfants, on va prendre le scénario. Donc, ça veut dire pour salaire reçu 2 000 pièces, elle a reçu une PCU de 2 000, ça serait, autrement dit, comme 31 du 2 000, comme tu as expliqué tantôt. Ça serait à peu près ça de ce qu'elle va être privée, qu'elle va être obligée de remettre en aide du gouvernement ou qu'elle verra en moins sur ses prestations qu'elle reçoit. Tu sais, ça peut être que le gouvernement y envoie moins d'argent également. Donc, mais dans son cas à elle, on sait qu'elle devrait payer à peu près 1 216 $ d'impôts si elle est dans les limites qu'on a fixées ici là, avec les revenus. Évidemment qu'il n'y a pas un cas au Québec qui va donner pile poil sur l'exemple qu'on a donné. C'est une méthode. C'est juste pour vous dire ce à quoi vous préparez. Ça va ressembler à ça. C'est tout simplement ça ce que ça veut dire. Je sais que la PCU a été prolongée. Je sais qu'ils vont venir avec un programme, mais présentement, on ne connaît pas les conditions. On rappelle qu'on est le 19 août. Et puis, le 19 août, les conditions ne sont pas connues. On reviendra lorsqu'on connaîtra les conditions pour le futur. Présentement, il faut vraiment être prudent. Ce n'est pas dit que ça va être aussi bon que 2 000 $ par mois pour les gens. Il va y avoir quelque chose qu'ils vont faire cependant. Ça fait qu'on regardera ça en temps et lieu. Au moins, ça nous donne une bonne éclaircie présentement avec les chiffres qu'on vient de faire, avec les mises en situation qu'on vient de faire, de se préparer, de ne pas avoir la surprise au mois avril, au mois de mai l'année prochaine, quand ça va être le temps de faire tes chèques. Exactement. Ça nous donne 9 mois, quoi. Donc, ça, c'était le premier bloc de 3 profils. Puis, on en a fait un autre bloc avec 3 profils différents qui reviennent au même. Mais là, c'est une massothérapeute qui travaille en location. Et puis, elle a 40 600 $ de revenus d'affaires. Elle demande 5 fois la PCU pour 10 000 $. Et puis, elle a des dépenses mensuelles de 1 405 $. On reprend les mêmes cas de type. Célibataire, monoparental avec enfant et conjoint avec un revenu de 45 000. Fait que la démarche est la même. C'est certain que les conclusions vont être différentes, mais la démarche est la même. Donc, on reprend notre bâton du pèlerin, puis on a un bureau locatif. Le chiffre d'affaires de la clinique est de 40 600, comme je le spécifiais. Les dépenses d'exploitation, il y en a pour 16 860 $ pour l'année. Il n'y a pas de frais de bureau à domicile. Donc, on a un revenu net de 23 740. Tantôt, je parlais de 14 538. Là, on a monté là, de 10 000 $. D'accord? Ça va être le fun de voir l'impact. Là, on a 23 740. Ça, c'est son revenu après dépense, son revenu net sur lequel elle va devoir s'imposer. Est-ce qu'on ajoute à ça 10 000 $ de PCU? Bien sûr, on a fait l'exemple. On va commencer avec notre personne
avec notre célibataire sans enfant. Donc, elle a un revenu net de 23 740. Et dans la première colonne, elle n'a pas demandé la PCU. Puis dans la deuxième colonne, elle a demandé sa PCU de 10 000 $. Donc, ça fait en sorte que son revenu imposable passe de 23 740 à 33 740. C'est quoi ces charges fiscales? L'impôt rigidérante RQAP. 4 349 $ si elle n'a pas de PCU. En ajoutant sa PCU, 7 794 $ de plus. Pour le reste, elle n'a pas de prestation fiscale pour enfants. Le crédit TPS, 451 $ dans les deux cas. Crédit d'impôt pour solidarité, ça reste à 438 $ dans les deux cas. Puis il n'y a pas de soutien aux enfants. Donc, elle passe à ce que ça y coûte, là, être citoyenne là, canadienne et québécoise. Là, ça lui coûte 3 460 $ sans la PCU. Parce qu'elle a des charges fiscales, mais elle reçoit de la TPS puis de la crédit solidarité. Donc, si elle a un plus puis des moins, on additionne ça ensemble, elle a une facture fiscale de 3 460 $. Ça, c'est au net l'argent qu'elle va débourser au gouvernement pour être citoyenne. Si elle demande la PCU, elle va donner 6 905 $. Alors, c'est facile de faire le différentiel. C'est quoi la différence entre les deux situations? Bien, c'est 3 445 $ pour avoir reçu 10 000 $ de PCU. Donc, le gouvernement lui donne 10 000, elle va remettre 35 % de ce montant-là de plus parce qu'elle a osé demander la PCU. 35 %, c'est bon, là, parce qu'elle a quand même conservé 65 %. Là. Donc, ça, c'est notre célibataire sans enfant. C'est quoi la charge d'impôt? C'est quoi le comptable, là? Il va lui demander quoi quand elle va faire ses rapports d'impôt? Bien, il va lui demander 7 794 $. C'est le montant qu'on voit, charge fiscale, avec la PCU. 7 794 $. D'accord? Parce que vous allez voir, je vais tout rapatrier ces chiffres-là tantôt. Là. Puis je vais vous dire quoi faire avec ça. On peut continuer avec la monoparentale, 2 enfants de 10 et 12 ans. Évidemment, comme dans le cas de tantôt, cette monoparentale-là, elle a le droit à des déductions supplémentaires. Il faut y en donner. Alors, sans la PCU, on a le même revenu, 23 740. Avec la PCU, on monte à 33 740. Dans les deux cas, payer de l'impôt. 1 453 sans PCU, puis 4 997 si elle demande la PCU. Prestation fiscale pour enfants varie un peu. Il passe de 11 416 à 11 311. TPS reste pareil. Solidarité reste pareil. Soutien aux enfants reste pareil. Donc, elle est passée d'un impôt négatif de 17 215 $. Le gouvernement va lui donner, va déposer dans son compte de banque au courant de l'année 17 215 $. Si elle a demandé la PCU, il va lui déposer 13 566 $. Donc, pour avoir reçu 10 000 $, elle va se priver de 3 649 $. C'est donc dire qu'elle remet 37 % du montant de la PCU qu'elle a reçu. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça te va, Jean-Guy? Est-ce que tu penses ça va très bien, ça va très bien, c'est clair. C'est clair okay. Comme de l'eau de roche. Parfait. Je n'ai pas vu les commentaires. On va juste Les commentaires, on va dire honnêtement, il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense que tu les as toutes. C'est tellement clair qu'on n'a pas de questions qui rentrent. Les gens regardent. On a quand même une moyenne de 40, 50 spectateurs. Puis les gens ne posent pas de questions. Ça va bien. Parfait. Excellent. Donc, on va continuer avec le troisième cas, qui est notre dernier, avant qu'on arrive avec la stratégie. Toujours bureau locatif. Mais là, c'est quelqu'un qui a un conjoint qui a un revenu de 45 000 $. Fait qu'évidemment, cette personne-là n'a pas beaucoup de déductions, pas d'enfants, et puis son conjoint ne peut pas lui servir de buffer pour payer moins d'impôts. Il gagne trop pour le gouvernement. Donc, on refait la même chose. Sans PCU, avec PCU. Les charges fiscales, ils passent de 5 230 $ si elle n'a pas demandé la PCU à 8 057 $. Prestations fiscales pour enfants, il n'y en a pas.
pas de TPS, pas de solidarité, puis pas de soutien aux enfants. C'est le cas le plus simple, ça. Fait que là, à part de 5 230$ qu'elle payait d'impôts, à 8 057. C'est donc dire que sa PCU, parce qu'elle a reçu 10 000 $, elle va remettre 2 827 $ de plus au gouvernement. Elle remet 28 % de son montant. Puis, son comptable va lui demander 2 chèques qui vont totaliser 8 057 $. C'est pour ça qu'on va faire un résumé pour le même cas, les mêmes 3 personnes qui ont un bureau locatif, qui ont des revenus de 40 600 $. Ils ont des dépenses. C'est la prochaine diapo. Et puis, la célibataire sans enfant, sa PCU va y avoir coûté 35 %. La monoparentale, elle, va y avoir coûté 37 %. Puis le conjoint avec un revenu de 45 000, 28 %. Dans le premier cas, la célibataire sans enfant va devoir payer 7 000, presque 8 000 $ d'impôts. La monoparentale, 5 000. Puis la personne qui a un conjoint avec un revenu de 45 000, 8 000 $. On fait un. Puis tantôt, je vous ai dit, je vous rapatrie les chiffres, puis je vous explique qu'est-ce qu'il y en est. C'est la prochaine diapositive. Ce qu'on fait, c'est pour la célibataire sans enfant, si elle a un revenu imposable là, de 14 538, 24 538, 23 740 ou 33 740. J'y suis allé là, selon ce qu'on a fait comme étude tantôt. L'impôt à payer, là, c'est qu'au début, avec 14 538, elle reçoit 1 140 $ d'impôt. En faisant ces impôts-là, le comptable va lui dire « Tu reçois, tu vas avoir des dépôts. » À 24 538, elle paye 4 627 $ d'impôt. À 23 740, elle paye 4 349. Puis à 33 740, elle paye 7 794. Évidemment que le revenu imposable, c'est le revenu après dépense. Maintenant, c'est quoi la stratégie du monde? C'est que la mensualité, là, si on calcule là, que vous avez cette réponse-là aujourd'hui et que vous faites un budget pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, vous avez 8 mois devant vous pour commencer à en mettre de côté. Je le sais que ça peut paraître bizarre quand je dis ça de même. Il y en a qui ont de la misère à faire une épicerie présentement. Vous comprenez tout le monde que que c'est un exemple, OK, que je donne. C'est pour faciliter le travail. Donc, la personne qui reçoit de l'impôt n'a pas besoin de s'en mettre de côté pour l'impôt. La personne, par exemple, tantôt qu'on a vu, qui avait un revenu imposable de 24 538, parce qu'entre le 14 538 et le 24 000, c'est sa PCU, elle devrait mettre de côté 580 $ par mois de côté. Si elle veut y aller par mois, en moyenne. Dans l'autre cas, où elle a 23 740 de revenus imposables, elle devrait mettre 545 $ de côté par mois. Et dans le dernier cas, 975 $. Je vais vous donner un truc pour faire ça différemment. Mais ça, c'est pour juste vous l'expliquer, juste pour qu'on figure que si vous commencez à mettre de côté de l'argent, vous le savez que si vous payez votre impôt avant le 30 avril l'année prochaine, si vous n'étiez pas condamné à payer des acomptes provisionnels, vous ne payerez pas d'intérêt. Je le sais que vous avez le droit de faire votre rapport d'impôt jusqu'au 15 juin l'année prochaine. Ça, je le sais. Mais vos impôts, ils doivent être payés en date du 30 avril pour ne pas payer d'intérêt. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué de septembre à avril, 8 mois pour constituer votre réserve pour payer l'impôt. On va y aller avec l'autre exemple. Monoparental avec 2 enfants de 10 et 12 ans. Même chose. Les 4 niveaux de revenus, on passe de 1 851 $ d'impôt à recevoir, parce qu'il est entre parenthèses, à 1 216 à payer, 1 453 à payer ou 4 997 $ à payer. Quelle est
le niveau qui ressemble le plus à ce que ça va être pour vous. Dans le fond, c'est ça que vous devez faire. D'accord? C'est ça que vous devez trouver dans les feuilles, dans les 6 profils qu'on a faits. La mensualité, encore une fois, je l'ai divisée par 8, excusez-moi. Donc, dans le premier cas, vous recevez de l'impôt, pas besoin de s'en mettre de côté pour ça. Dans le deuxième cas, ça vous donnerait 152 à mettre de côté pour 8 mois, 182 ou 625, tout dépendant de là où vous êtes. Alors, vous ne vous tromperez pas si vous prenez un chiffre qui ressemble à ça et que vous y allez à peu près, vous ne vous trompez pas de beaucoup de dollars, de centaines de dollars, vous allez arriver pas mal dans vos prévisions. On a fait aussi un autre cas qui était le conjoint avec revenu de 45 000 $. Donc, cette personne-là, elle a 4 niveaux de revenus qu'on a étudiés. Dans les 4 revenus, le 14 538, il n'y avait pas de PCU. On ajoutait la PCU, c'est pour ça qu'on tombe à 24 538. À l'autre, on avait 23 740 ou 33 740 parce qu'on ajoutait 10 000 de PCU. Donc, l'impôt à payer est passé de 2 261 à 8 000 8 057 pour être précis. Ça représente combien par mois que vous devez mettre de côté? De 283 à 1 007 $. L'impôt, là, si vous attendez la facture de votre comptable qui vous donne le résultat, vous allez toujours être stressé avec ça. Vous devez dompter l'impôt. Vous devez le mettre à votre main. C'est la meilleure attitude que vous allez avoir vis-à-vis de l'impôt, c'est de pouvoir aller chercher une méthode pour mettre de l'argent de côté. Ce que je viens de vous dire, les mensualités, ce n'est pas tout le temps bon. Pas pour des gens qui sont travailleurs autonomes. Parce que les travailleurs autonomes, ils ont des revenus qui fluctuent. Je pense qu'au mois d'août, c'est peut-être plus tranquille pour certains ou au mois de septembre pour certains massothérapeutes que, par exemple, le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Là, je dis ça puis je ne dis rien. Là. Il y en a qui savent très bien comment niveler leurs revenus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut avoir une méthode adaptée au type de profession que vous faites. C'est la prochaine diapo. J'aimerais ça vous conseiller une petite méthode. Puis ça, c'est vraiment Jean-Guy qui a eu, en discutant avec lui, qui avait cette idée-là. Je l'ai travaillé pour arriver à ça, mais c'est lui qui a semé cette idée-là. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui est cruel. Vous avez 8 057 $ d'impôts à prévoir. La méthode est la même, là. Même si vous arrivez à 5 000, ce n'est pas grave. La méthode est la même. Donc, on va y aller avec 8 057. On sait qu'il vous reste, jusqu'en avril l'année prochaine, 8 mois pour arriver à ramasser 8 000 $ pour l'impôt. Votre chiffre d'affaires que vous prévoyez, là, par exemple, là, vous faites une estimation, vous dites, moi, je serais prêt à faire 3 000 $ de revenus par mois avant dépenses. Là. Donc, 24 000 $ pour les 8 prochains mois. Bien là, vous faites un vrai chiffre d'affaires. Vous calculez. Là. Vous calculez le mois de septembre, peut-être c'est juste 1 000 $, mais le mois de décembre, c'est 4 000. Le mois de février, c'est peut-être 5 000, mais le mois de janvier, vous n'êtes pas là, vous êtes au Mexique. Fait que vous mettez 0. Faites l'exercice, là, hein? 8 chiffres que vous additionnez ensemble, puis regardez le prix moyen de chaque soin avant taxe. Moi, j'ai fait l'exercice. 24 000 $ de revenus. Chaque soin, vous facturez 75 $ avant taxe. Donc, c'est dire que vous prévoyez offrir 320 soins d'ici avril l'année prochaine. Donc, si vous prenez le besoin que vous avez, 8 057 $, que vous le divisez par 320 soins, c'est donc dire qu'à chaque fois que vous allez faire un soin, vous allez mettre 25 $ dans un compte épargne. Si vous faites ça, ça veut dire que les mois plus achalandés, vous allez mettre plus d'argent de côté. Les mois où vous serez parti en vacances au Mexique pendant un mois, bien, vous ne mettrez rien de côté parce que vous n'avez pas fait de soins. Fait que la pression va baisser. Puis à un moment donné, bien, parce que le problème, là, des fois, quand les gens, là, dans votre domaine, mais dans d'autres domaines également, les serveurs font ça aussi, c'est que quand tu reçois de l'argent,
les gens s'imaginent qu'ils ont gagné ça de l'heure. Ils se disent, j'ai fait 3 massages aujourd'hui, fait que j'ai fait 225$. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ton entreprise a fait 225, mais tu n'as pas encore payé le gars qui s'occupe de ton web, ton comptable, ton cellulaire, ta location, tes huiles, tes draps, tu ne les as pas nettoyés, tu n'as pas tes masses de procédures, tout ça, tu n'as rien payé là-dessus. Ton entreprise a gagné 225. Mais toi, tu as peut-être gagné 20$ du soin. On ne sait pas, là, on n'a pas fait l'étude. Mais toi, là, personnellement, tu as peut-être gagné juste 60$. C'est très louable, là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les deux. La méthode qui est là, ben, elle vous permet de dire, ouais, mais c'est vrai, sur 75$, il en reste 50$ pour payer le reste, moi y compris. Et puis mes produits, mon déplacement, en tout cas, toutes mes dépenses. Parce qu'il y a 25$ qu'il faut absolument que je mette de côté, parce que sinon, je n'y arriverai pas. On a fait exactement le même exercice pour un autre massothérapie, un autre massothérapeute. Quand on dit massothérapeute, ça pourrait être pour une coiffeuse, une esthéticienne. Là. Donc, le temps restant pour s'affranchir de la provision 8 mois, ça n'a pas changé. Le chiffre d'affaires prévu, c'est différent. Vous prévoyez faire 2000$ par mois en moyenne, 16 000$ pour les 8 prochains mois. Votre prix moyen de chaque soin à vous, il est diminué. Vous facturez 65$, vous, pour chaque soin. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous avez besoin de 16 000$, c'est-à-dire que 16 000$ de chiffre d'affaires divisé par 65$ du prix moyen, c'est donc dire que vous allez offrir 246 soins d'ici le 30 avril de l'année prochaine. Donc, si vous avez besoin de 4 627$, que vous faites 246 soins, pour chaque soin, vous allez mettre de côté 19$. C'est pas beau, ça? Avec cette méthode-là, ça va vous permettre de rattraper, d'arriver au 30 avril en même temps que tout le monde. Et le 1er mai, vous commencez immédiatement à mettre de côté de l'argent pour les impôts qui seront payables au 30 avril 2022. C'est ça la vie. On se lève, on paye nos impôts, on se relève le lendemain matin, on continue à payer des impôts. Comme tous les travailleurs, comme tous les salariés d'ailleurs, hein, je veux dire, il n'y a pas d'exception par rapport à ça. Ce qu'on vous a donné ce soir, Jean-Guy et moi, c'est une méthode, c'est une analyse qui est sommaire, qui va vous permettre de discuter avec votre comptable. Envoyez-lui votre prévision. Dites-lui, ça a-tu de l'allure? Faites pas vos calculs vous-même. Demandez à votre comptable, il va vous le faire. Ça va prendre 1 heure, puis il va l'avoir fait. Puis, vous allez avoir une bonne réponse. Vous lui dites combien je devrais payer d'impôts l'année prochaine à tout égard si j'ai à peu près le même dossier que cette année et que j'ajoute 10 000$ de PCU, puis que tu enlèves 5 000$ de profit ou 15 000$ de profit à ma pratique. Vous y envoyez ça, là, puis lui, il va être capable de faire exactement ce que j'ai fait. Puis après ça, bien, discutez avec. Est-ce que votre soin de 65$ prix moyen, combien il vous en faut? Ouvrez un compte épargne, c'est gratuit la plupart du temps quand on s'est relié à notre compte opération normale d'affaires. Bien là, vous allez tous vous ouvrir des comptes d'opération d'affaires. Hein? Vous savez, là, c'est important. Vous allez tous faire ça parce qu'il faut se préparer. Si le gouvernement décidait de vous aider, d'aider à nouveau les entreprises, il y a besoin d'avoir un compte d'opération d'affaires. Et puis, vous prenez un compte épargne relié à ce compte-là. Les transferts automatiques, habituellement, sont gratuits. On a le droit d'en faire genre 999 par mois gratuitement d'un compte à l'autre. Habituellement, en tout cas, moi, à ma banque, c'est comme ça. Et puis, ben, vous recevez de l'argent, vous faites un virement immédiatement dans votre compte épargne, à chaque fois. Vous arrivez à la fin de l'année, vous avez votre montant. Et vous ne pigez pas dans ce compte-là. Ça, c'est important. Ce n'est pas un compte de dépannage. C'est un compte d'impôt pour faire baisser votre stress financier lié aux impôts. C'est à ça que ça sert. Jean-Guy. Oui, mon ami. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que tu as vu ou est-ce qu'il y a des questions, commentaires, insultes? Non, je n'ai pas vu passer d'insultes pour le moment, donc super. Attends une minute, je vais regarder ça. OK, j'ai Isabelle Lefrançois qui me dit ici, j'ai mis 400
400 dans un CI de côté à chaque PCU que j'ai réussi, que j'ai reçu. Est-ce une bonne idée? Bon, premièrement, félicitations. La méthode, écoutez, l'habitude de mettre de l'argent de côté, c'est la meilleure. C'est la meilleure affaire qu'on peut faire. D'accord? Alors, félicitations. 400 vous venez de voir que vous n'avez mis un petit peu trop peut-être. Alors, tant mieux. Mieux vaut qu'en mettre un petit peu plus que moins. Mais c'est sûr que moi, je n'ai pas conseillé à mes clients d'en mettre de côté. Pourquoi? Parce que je leur disais, écoute bien, tu en as besoin. Alors, sens-toi pas coupable d'en prendre. Tu traverses, on va résoudre ce problème-là rendu là. Là, pour l'instant, il faut que tu t'en sortes. Puis il faut que tu sois capable de continuer puis de te rendre à Noël comme tout le monde. Mais tant mieux, je suis content de savoir qu'il y en a qui avaient la confiance, c'est pas la confiance, mais qui avaient en tout cas, oui, puis qui ont été capables de se priver peut-être sur quelque chose, puis de le voir comme ça. Alors, c'est extraordinaire. À 400 non, 400 de PCU, ça correspond à 20 Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez pour combler, mais c'est déjà un très bon début. C'est ça. Ça dépend toujours aussi, avec ce qu'on vient de voir, la situation personnelle d'Isabelle. C'est monoparental, ça a des enfants, donc c'est tout est en fonction de ça. Le conseil que j'aurais pour elle, c'est de ne pas attendre d'avoir son rapport d'impôt pour envoyer l'argent au gouvernement. Exemple, si vous donnez votre rapport d'impôt à votre comptable, puis il y a jusqu'au 15 juin de l'année prochaine pour le faire, ça se pourrait qu'il vous appelle le 18 mai ou le 20 mai avec votre copie. Vous allez déjà avoir 18 jours d'intérêt. Alors, moi, je vous conseille au 30 avril ou plus tard, vous envoyez votre chèque, exemple le 25 avril ou le 20 avril, de manière à ce que le gouvernement puisse l'avoir reçu au 30 avril. Comme ça, vous allez économiser des intérêts. Oh, super. France, mon enfant, quel gouvernement doit-on envoyer les acomptes par rapport à la PCU? Je ne comprends pas nécessairement la question. Moi, je sais ce qu'elle veut dire. Probablement, ça va être plus le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec, en raison de votre pratique en massothérapie, vous avez des charges plus élevées reliées à la Régie des rentes, RQAP, comme je l'expliquais. C'est sûr que ça va ressembler à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers au Québec, 1 tiers au fédéral. Pour être plus sûr, un petit appel à notre comptable qui a fait notre rapport d'impôt. Vous lui posez la question pour arriver à des chiffres plus justes. Il y en a qui veulent vraiment être dans la justesse, dans la précision. Alors, c'est tout à votre honneur. Mais vous pourriez lui demander, puis il va pouvoir figurer avec vous. Ceci dit, si le gouvernement ne vous a pas demandé de faire des acomptes provisionnels, vous n'êtes pas tenu d'en faire. Oh, et voilà. Super. Julie Brouillard, toujours facile à comprendre et pertinent comme information. Merci, Samuel. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est gentil. Sabine Laudredou, merci, Samuel, pour toutes tes infos. Mélanie Arsenault, si j'ai un enfant et célibataire, est-ce que je divise en deux l'impôt à payer environ? Si j'ai un enfant, on a fait une mise en situation avec 2 enfants. Écoutez, c'est le premier enfant qui est le plus payant. Ce n'est pas divisé par 2. C'est le premier enfant qui est le plus payant au niveau fiscal. Ce n'est pas le deuxième. Alors, les chiffres ne changeront pas beaucoup, madame. Tant que vous n'avez un, puis n'avoir 1, 2 ou 3, les chiffres n'auraient pas beaucoup changé. OK. Merci. Lynn Beauchamp, c'est vraiment bien de savoir à quoi s'attendre. Merci de s'occuper de nous, les travailleurs autonomes. Ça fait plaisir, Lynn. Julie répondait à Mélanie, je dirais 2 tiers, 1 tiers pour le deuxième enfant. Ben, écoutez, ça se peut, mais c'est vraiment le premier enfant. Parce que le premier enfant, quand on est monoparental, on le considère comme notre conjoint au niveau fiscal. Donc, on va chercher c'est comme si on avait un conjoint qui ne gagnait pas d'argent. OK. Alors, mais si votre enfant il fait partie de l'Union des artistes, puis il fait de la publicité, puis il gagne 20 000, ça ne donnera rien, là, ce que je viens de dire. Parce que votre enfant, il n'est pas dépendant financièrement de vous au niveau fiscal. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qu'on a dit, évidemment, c'est général. C'était pour le but d'éclairer. Mais regardez, je pense que si on veut parler en général, là, le premier enfant, c'est d'avoir le premier enfant. Après ça, pour le reste, là, ça ne soit pas énervant. OK, super. Merci. Éric Michaud, on va pouvoir aller au Mexique avec tout ça.
Moi, je suis partant n'importe quand pour le métier. Super. OK, ça c'est beau, c'est beau. Super Zoom, merci beaucoup, Sabine. Isabelle Boulanger, avec un CELI qu'on peut envoyer vers le riz en fin d'année et le riz qui s'accumule hebdomadairement, ça vient aussi Ouais. réduire l'impôt sur tout cela. Bon. Est-ce que je peux me permettre, moi, je ne suis pas un conseiller en placement, alors je ne peux pas vous dire que c'est bon d'aller vers le CELI ou le REER, de placer ça. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je vais vous parler au niveau fiscal. Je veux juste vous allumer quelque chose. Le CELI, là, admettons là, que vous avez 25, on va dire 30 ans. Vous mettez de l'argent dans votre CELI, vous mettez 100 000. Vous mettez 100 000 dans votre REER. Le 100 000 dans votre REER, là, oui, il va vous permettre peut-être d'économiser 35 000 d'impôts. D'accord? Parce que vous avez mis 100 000 en plusieurs années. Là. OK? Vous avez mis 100 000, donc vous avez récupéré 35 000. Le CELI, vous n'avez rien récupéré parce que vous l'avez mis dedans, mais ça ne donne pas le droit de déduction. Mais admettons que vous avez 30 ans puis que vous retirez ce 100 000-là avec tous les petits fruits qu'il a fait à 70 ans. Le CELI, il n'est plus rendu à 100 000, il est rendu à 300. Le REER, il n'est plus à 100 000, il est rendu à 300. OK? Le 300, quand vous allez le retirer, là, vous allez payer un bon 40 d'impôt à peu près, 35-40 Le CELI, vous retirez, il n'y en a pas d'impôt à payer. Fait que si j'ai réussi à semer en vous un doute, là, vous devez rencontrer votre conseiller, vous devez lui parler de ça. Vous devez vous faire expliquer qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Parce que cette question-là, elle me revient à toutes les semaines. Et je leur dis, c'est ton conseiller qui va te dire qu'est-ce qu'il y en est. Figure avec lui à l'âge que tu as, ce que tu vas mettre, combien tu vas retirer plus tard, puis il va te donner un bon impact par rapport à ça. Parce que de vouloir, comme là, ce que je vois, vouloir sauver de l'impôt là cette année, en mettant ça dans le REER, ça se pourrait que votre conseiller ait quelque chose d'autre à vous dire. Moi, je ne vous dirai pas quoi faire. Demandez à votre conseiller parce que c'est vraiment la personne. Le comptable, il est rarement la bonne personne à qui demander conseil dans ces cas-là. Demandez à votre conseiller. Le conseiller et le comptable vont travailler ensemble. Ils vont s'appeler. Ils vont s'envoyer un courriel. Puis le conseiller va dire figure-moi ça, ça, ça. Ça va être extraordinaire. Vous allez avoir le 2 pour 1 que vous méritez. Mais c'est sûr que je ne peux pas vous répondre ce soir dans un live comme ça. Puis ça serait dangereux de vous dire que c'est une bonne idée de mettre des REER parce qu'une situation financière, c'est global. C'est analysé de façon globale avec quelqu'un qui vous suit et qui connaît vos affaires. Non, si tu le permets, excuse-moi Samuel, par contre, si tu le permets, tu vois, il est revenu 2 fois la question avec les CELI. Avantage ou désavantage de prendre un CELI pour payer nos impôts, c'est pas avantage. On va faire attention à comment dire. C'est sûr que si tu prends un CELI, c'est pour du long terme, probablement, comme on a dit, mais si c'est juste dans un but de mettre de l'argent de côté, comme un compte d'épargne, ça ne vaut pas la peine de le mettre dans un CELI. Tu peux même perdre des désavantages au niveau de ton accumulation globale que tu peux mettre. Donc, si tu dis juste dans le but de faire un compte d'épargne tout simplement, bien, comme tu l'as dit très bien tantôt, tu trouves un compte d'institution financière, un compte d'épargne, tu fais des transferts automatiques parce que ça ne viendra pas te pénaliser au niveau de cotisation dans ton CELI. Exactement, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et puis, je vous le dis, aussitôt qu'un de mes clients me parle de CELI ou de REER, je le renvoie automatiquement à son conseiller en placement et je lui demande son nom. Puis quand ils me disent, ben moi, je suis à telle banque, à telle institution financière, je lui dis, ben là, il te faut quelqu'un. Mais il te faut quelqu'un si tu veux préparer ta retraite parce que si tu te fies à la personne qui était caissière à ton institution financière, qui a eu une promotion, puis qui a suivi des cours du soir, puis qui est devenu conseiller, c'est pas ça que je te conseille. Moi, je veux que tu aies quelqu'un. Puis, tu es travailleur autonome, tu as une double responsabilité parce que c'est pas évident d'être travailleur autonome. L'argent, vous le gagnez, ça n'a aucun bon sens. Quand tu es salarié, tu ne peux rien faire. Tu peux juste t'en aller chez ton employeur, faire semblant de travailler, d'être sur Facebook, tu vas être payé pareil. Mais quand tu es travailleur autonome, ça ne marche pas de même. Fait que c'est important. Prends ton argent, puis embauche quelqu'un qui va être payé pour le faire, pour te conseiller. Puis déjà là, tu vas développer la bonne attitude. Puis c'est pour ça que je ne veux pas répondre à des questions comme ça, parce que je ne veux pas habituer les gens
à obtenir des réponses dans un guichet automatique comme on pourrait le faire. C'est trop important. Merci d'avoir posé cette question-là à cette dame-là, parce que mon conseil là-dessus, ça va être vraiment de vous entourer de quelqu'un d'efficace, quelqu'un de consciencieux, puis il va discuter avec vous, puis il va arriver au même constat que Jean-Guy vient de vous dire, que ce n'est pas pour du court terme. De toute façon, avec un CELI, on n'est pas sans. En tout cas, on va passer. On va passer par-dessus. Ouais. Tu vois, effectivement. Sylvie Desjardins, OK, parfait, merci. Mélanie Arsenault, merci d'avoir pris le temps de nous informer. Carole Vecchi-Dion, c'est où qu'on trouve ça, un conseiller? Est-ce que c'est à notre institution bancaire? Oui, ça peut être une institution bancaire. Puis si tu veux, tu as juste à m'envoyer aussi un courriel. On peut te référer à des gens de confiance qu'on connaît, que ce soit moi ou Samuel. On a dans nos réseaux respectifs des gens qui peuvent vous aider. S'il vous plaît, prenez quelqu'un, prenez un vrai conseiller, prenez un conseiller dédié, là, puis il y en a tellement des gens qui sont dédiés. Oui. Et tentez d'éviter les institutions financières qui sont là pour pousser des produits. Je vous invite réellement à aller voir des conseillers. En tout cas, moi, je vous parle d'expérience. Allez-y, calibine. Je sais qu'il y en a qui font du bon travail dans les institutions financières. Puis je suis désolé de dire ça, mais l'expérience puis la démonstration fait en sorte là, de vous dire que vous méritez le meilleur, puis c'est ça. Alors, je sais que Jean-Guy, tu es en mesure de référer, moi aussi, puis faites-le avec un conseiller, c'est vraiment par référence. C'est vraiment comme ça que les gens prennent beaucoup leur conseiller. C'est beaucoup par référence. C'est comme un notaire. On aime ça quand c'est référé un notaire. C'est comme ça. Tu as entièrement raison, puis peut-être juste pour faire un petit peu... quelques pas dans ce que tu viens de dire par rapport aux institutions financières. Regarde, personnellement, j'ai été 35 ans courtier, conseiller financier indépendant. Et j'ai toujours dit à un client, juste pour que les gens comprennent, c'est quoi la différence entre un REP, là, on va faire attention, puis ça, c'est mon opinion personnelle, comme quoi que quand tu travailles avec une institution bancaire, bien, le conseiller représente l'institution bancaire. Tandis que quand tu travailles avec un conseiller ou un courtier indépendant, bien, c'est lui qui te représente vis-à-vis l'institution financière. Il n'y a pas la même relation d'affaires. Ouais. Donc, il travaille pour toi, tandis que l'autre travaille pour l'institution. Pour toi aussi, mais faut faire attention. T'as tellement... C'est ça que j'aurais aimé dire. C'est exactement ça que j'aurais aimé dire. Tu as exactement selon moi, la bonne analyse de la situation. Ça n'enlève rien à personne. OK? Ça n'enlève rien à personne. Donc, c'est vous. Puis, franchement, là, allez avec quelqu'un à qui vous avez confiance et puis qui vous promet une réalité. Quand quelqu'un vous promet trop beau, il y a une pogne. Vous allez perdre votre argent. Et puis, sur référence, bien évidemment que et vous pouvez faire vos recherches aussi pour voir si cette personne-là est exempte de poursuites, etc. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Vous pouvez appeler quelqu'un à qui vous avez confiance, mais il y a des gens qui se sont fait avoir par des conseillers qui étaient amis de la famille également, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis moi, je ne peux pas, malheureusement, puis je vous le dis, je ne réponds pas à ce genre de questions-là en mesure de ça par prudence. Puis, dans les institutions financières, j'ai des clients qui ont eu de très belles expériences avec des gens très compétents. J'étais content pour eux, puis je l'ai souligné à ce moment-là. Ça existe. Ça existe. Il y a des très bons, sur les deux côtés, il y a des très bons, mais c'est comme on dit, c'est de la relation de confiance que tu dois développer avec tes clients. Puis pour répondre à la question aussi de Manon Gagnon, est-ce qu'un conseiller, c'est un planificateur financier? Donc, on parle, oui, effectivement. C'est un titre. Planificateur financier, c'est un titre dans le sens, tu peux avoir un conseiller financier qui n'a pas le titre, tu peux avoir des planificateurs qui ont le titre. Comme tu peux avoir des planificateurs financiers qui sont indépendants, mais comme tu peux avoir des planificateurs financiers qui travaillent pour une institution financière, comme on vient d'expliquer un peu brièvement. Puis moi, je te conseille, puis je sais que tu l'as déjà fait, Jean-Guy, toutes ces questions-là, chers membres,
conservez-les pour la journée que Jean-Guy va vous refaire un direct avec quelqu'un qui est mieux placé que moi pour en discuter. Parce que moi, il y aurait des. Pour moi, c'est vraiment pas ma spécification. Ça tâche de thé. Puis en même temps, c'est parce que je veux tellement pas que les gens interprètent mal ce que je dirais parce que j'ai mal choisi le mot. Ça me ferait de la peine de savoir que quelqu'un s'est abstenu de faire affaire avec quelqu'un ou avec sa banque, par exemple, parce que j'aurais dit ça. Écoutez, je préfère que vous ayez une opinion par vous-même en communiquant avec les bonnes personnes. Puis Jean-Guy est la personne tout indiquée pour vous référer quelqu'un. Super, merci. On continue avant de quitter nos amis. Daniel Messier, merci pour toutes ces informations. Bien, ça fait plaisir, Daniel. Nancy Giroux. Ah, allô, Nancy. Merci tellement, Samuel, pour toutes ces informations. Très, très appréciées. Merci, Jean-Guy. Bien, merci, Nancy. Anne-Sophie, un gros merci pour ce beau Zoom tellement intéressant et enrichissant. Merci pour cette belle soirée instructive. Donc, je pense qu'on, comme on dit, on a tiré dans le mille, mon cher ami. Bon, ben tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Guy, de l'invitation. Merci aux gens qui ont été avec nous, qui ont suivi la plénière, l'atelier. Une excellente façon d'aider vos collègues, d'aider les autres personnes qui pourraient être comme vous dans une situation comme la vôtre, mais c'est de partager la vidéo. C'est de la faire connaître, cette vidéo-là. Tout ce travail-là n'aura pas été fait en vain. Et puis, c'est aider les autres parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Et puis, vous êtes tous concernés. Exactement. Tu vois, on en veut d'autres de même, des rencontres comme ça. Ben, Samuel, merci. Merci à toi, effectivement, de cette belle soirée, de tout le travail que tu as fait, toi et ton équipe. Je sais que tu travailles très fort. C'est une personne, comme je dis depuis la première journée que je te connais, c'est une personne de cœur, une personne de grande générosité, et surtout de disponibilité avec tes gens, que tu as des gens proches de toi. Super. Pour les gens ici présents, pour les membres, ben, demain, je vais faire cette vidéo-là. Je vais tout la transférer dans un format Zoom que vous allez avoir le lien. Il va être disponible sur différentes plateformes, entre autres sur le site de l'Assistant des Massos, sur la page web, pas la page web, excusez-moi, sur la page Facebook de l'Assistant des Massos. On va le donner aussi à Samuel. Puis le lien, vous aurez juste à faire un copier-coller et de le transmettre alentour de vous. Donc, c'est la façon que vous pouvez nous remercier. Plus qu'on va le voir partager, plus que ça nous dit qu'on a fait un bon travail. Bien, merci encore une fois, Samuel. Merci à tous d'avoir été là. Sylvie, pour terminer, c'est un domaine vraiment complexe. Ça prend un professionnel qui connaît la vie des travailleurs autonomes. Merci pour tout. Donc, tu connais la vie des travailleurs autonomes. Merci, Samuel, pour cette belle soirée. Merci à tous. Ah ben c'est bon, ça. Merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée, tout le monde. Merci de partager. Merci à vous autres. Bye-bye. Merci, Samuel.